Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Marius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Pelcha, enseignant en sciences humaines au secondaire pendant 15 ans. Il est présentement stratège numérique chez Cadre 21. Maxime Pelcha, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, mon cher? Hey, ça me fait plaisir d'être là, Marius. Quel honneur d'être invité, justement, puis à discuter avec toi aujourd'hui. Yes, on parle de leadership, on parle de que tout le monde est un leader. C'est un message qu'on essaie de partager un peu partout pour justement que les gens prennent conscience de leur pouvoir d'action dans leur réalité. Avant de se rendre là, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Monsieur, qu'est-ce qui se passe, Marius? Ouais. Tu me demandes ça en plus en cet automne qui finalement est très chaud. Oui. On pensait que ce serait peut-être un automne où est-ce que les choses se placent tranquillement, puis finalement, c'est ça. Là, il y a une belle congestion, en tout cas du côté travail, mais évidemment aussi du côté personnel aussi, parce que là, moi j'ai 3 enfants, puis eux autres même, ils vivent des moments bien particuliers dans leur milieu scolaire. Ils sont au primaire, les 3. Ma conjointe qui est en télétravail aussi maintenant, une nouvelle réalité depuis le printemps. Fait qu'on a comme toute une dynamique qu'il a fallu réinstaller après les vacances d'été, puis il me semble qu'on est encore un peu là-dedans. Fait que ça demeure encore une période intense, même si je ne suis plus en classe aujourd'hui. Je sens quand même qu'on vit quelque chose de vraiment particulier là, ces temps-ci. Puis je me dis qu'on a une belle occasion de jaser de tous ces éléments-là qui se brassent de ce temps-ci là, ensemble aujourd'hui. Absolument. Puis ce qu'on vit, c'est quelque chose qu'on a en commun, qui va être quelque chose qu'on va pouvoir partager, j'imagine. Si on se propulse dans l'avenir, quand on va regarder derrière ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement quelque chose qui va être rassembleur pour nous, parce que ça amène un élément commun dans ce qu'on est en train de vivre. Puis je suis content de voir dans le décor derrière toi, tu parlais que tu avais des beaux enfants, puis on voit que ton environnement est agrémenté de beaux bricolages de l'Halloween. Alors, c'est vraiment beau. Quand on travaille à la maison, on fait partie, on ne peut pas complètement détacher justement le vécu de la maison, surtout que moi, je demeure dans une vieille maison centenaire. Fait qu'on n'a pas 12 000 pièces non plus dans la maison. Puis j'ai préféré aussi de me mettre comme un peu dans le feu de l'action. Fait que fait quand c'est pas l'espace bureau, quand les enfants reprennent le contrôle de la maison au retour de l'école, c'est un espace, espace de jeu aussi. Puis évidemment, c'est ça, on les laisse justement leurs traces qui sont là sur les murs, sur les jouets qui sont là. Juste en arrière de moi, c'est la table justement qui sert à dessin, à bricolage. Puis Dieu sait que ça a été vraiment une belle usine à bricolage dans les derniers jours pour justement essayer de mettre un peu de gaieté d'Halloween. Oui. Dans ce mois d'octobre bien particulier, comme on disait tantôt. Ah oui, absolument. Puis, écoute, ça, c'est la vraie vie. On ne vit pas notre vie en silo. Puis, peut-être que c'est une belle leçon qu'on vit présentement, c'est que, je ne sais pas si on a l'occasion ou on est contraint à vivre ça comme ça, mais il n'y en a pas de silo présentement. Hein. C'est étroitement intriqué, télétravail, père de famille, conjoint, tout ça en même place. Je te remercie de nous accueillir dans ton domicile virtuellement. Tu parlais que tu n'étais pas en salle de classe présentement. Peux-tu nous décrire brièvement qu'est-ce que tu fais? Parce que je le sais que ça ressemble un peu à un couteau suisse, là, ce que tu fais présentement, mais juste pour permettre aux auditeurs d'apprendre à connaître c'est qui ça présentement, Maxime Pelcha. Oui, j'ai eu un parcours un peu particulier. Parce que, j'ai été près de 15 ans, dans le fond, en salle de classe. Là, en sortant de l'université, j'ai pu assez rapidement trouver un emploi à temps plein et stimulant, ce qui est pas toujours le cas en éducation. On sait que c'est pas toujours évident là, de se placer. Fait que je tombais à bonne place au bon moment, ici dans la région de Québec. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement.
Et puis, fait que je suis prof de sciences humaines de formation, puis j'ai pu vivre dans un milieu très stimulant qui m'a permis d'ailleurs une grande liberté de créer, d'essayer des choses, des fois de me planter aussi d'ailleurs, Oui, mais fait de partie de vivre la aussi game. des grands succès, puis des belles réalisations justement avec les élèves. Fait que j'ai passé une bonne partie de mon temps justement dans l'enseignement avec des cinquièmes secondaires qui étaient même à la sortie de l'université, c'était ma cible jusqu'à un certain point d'enseigner avec les plus vieux, bien que je sais qu'il y en a qui, des fois, que ça rebute un peu parce que ça amène d'autres défis, dans le fond, d'être avec des plus vieux. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Oui. Puis d'ailleurs, en étant en sciences humaines à la fin du secondaire, ça m'a permis notamment d'avoir, comme ici au Québec, un peu moins de pression, justement, là, de examen du ministère, contenu OK. obligatoire, parce que là, dans le fond, côté sciences humaines, tout est réglé un peu sur ces préalables-là avec le cours d'histoire de secondaire 4 OK. et l'examen ministériel qui vient avec et tout ça. Fait que j'avais une grande liberté, j'ai pu créer des cours à option, puis j'ai essayé plein de choses. Ça m'a fait développer, je pense, au final, ça m'a permis d'avoir un terrain pour développer plein de compétences comme complémentaires aux éléments, justement, qu'on s'attend à un enseignant, Oui. autant dans du parascolaire que dans des projets de classe. Puis c'est peut-être un peu comme ça que je me suis retrouvé là, en ce moment à travailler à temps plein depuis 2 ans maintenant OK. avec le cadre 21. Oui. Puis évidemment, dans une réalité totalement nouvelle, c'est-à-dire d'être en télétravail, moi, depuis 2 ans complètement. Oui. Fait que j'entame ma 3e année là, à temps plein avec l'équipe. Puis parce que les bureaux sont à Montréal, puis moi, je suis à Québec. Fait que ça m'a amené à me déplacer un petit peu ponctuellement dans la période avant pandémie. Puis là, Mhm. aujourd'hui, disons que j'avais déjà une expérience de télétravail qui était là. Puis, comme tu me demandais tantôt, qu'est-ce que je fais? Je me retrouve à faire toutes sortes de choses. Là, je porte le titre de stratège numérique en OK. ce moment au cadre 21. Puis OK. c'est un titre qui en englobe un peu parce que finalement, étant donné qu'on est une toute petite équipe, hein, on est nouvellement 5 dans le fond dans l'équipe, mais on était 4 pendant les deux premières années à temps plein où j'ai été là. Et OK. puis, on avait tout à faire, dans le fond, avec le cadre 21 qui venait de prendre un peu son envol, parce que le cadre 21, c'est assez jeune. Hein, Ouais. ça va fêter ses 5 ans officiellement en janvier prochain, OK. en janvier 2021. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient à faire. Fait que moi, ce qui était relatif à moi, c'était beaucoup des éléments pour faire connaître, aider à rayonner, dans le fond, l'offre de formation continue OK. du cadre 21. Puis c'est ce sujet-là, moi, ça m'anime depuis plusieurs années. C'est quelque chose que j'ai embrassé il y a déjà un bon bout de temps dans ma pratique parce que j'essayais un paquet d'affaires puis que ça me demandait d'être justement en mouvement un petit peu tout le temps. Fait que c'est de fil en aiguille, justement, puis on pourra en parler peut-être plus en profondeur, mais le réseautage a été un élément incontournable pour sentir OK. que les questions qu'on se pose, les projets qu'on veut mettre en place, qu'on n'est Oui. pas tout seul, dans le fond, Oui. à réfléchir à ces éléments-là, puis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à nous propulser en avant justement en partageant qu'est-ce qu'ils font, puis en parlant de leur réalité. Fait que le réseautage a été pour moi quelque chose de bien important, puis c'est en partie justement un peu grâce à ça que je me suis retrouvé à me faire proposer le défi de venir travailler à temps plein au cadre 21. Ben, c'est fantastique. Puis on va revenir sur le réseau parce que c'est tellement important dans notre développement personnel et professionnel. Puis aussi dans, je te dirais, l'amélioration continue de ce qui se fait en éducation. Tu parlais que tu as été en salle de classe, t'es secondaire 5, t'es père de famille également. Mm-hmm. Et nouvellement, j'ose dire, après 2 ans, stratège, tu as peut-être une vision beaucoup plus globale de l'éducation dans ta chaise actuelle. J'ai le goût de te poser la question, c'est quoi qui est important en éducation? Qu'est-ce qui compte dans ton vécu comme enseignant, dans ce que tu vois de tes enfants qui sont dans le système présentement, puis avec ta vision globale de ce qu'on essaie de faire en développement professionnel à l'extérieur, Mm-hmm. sur le côté, j'ai le goût de dire, là, on n'est pas en classe, on essaie d'aider les gens qui le sont. Exact. Qu'est-ce qui compte en éducation? À ton Ah, humble avis, là. Oui, c'est ça, parce que c'est une question qui est quand même assez large, hein, on Ah, s'entend. ben On pourrait partir absolument. dans plein de directions, mais tu sais, Oui, quand tu me dis ça, Marius, je pense tout de suite à
au côté incontournable d'avoir une capacité d'adaptation qui est de plus en plus, qui fait de plus en plus partie du quotidien. Ce n'est pas comme une OK. affaire auquel on se pose une question une fois par année ou une résolution qu'on se donne justement à chaque début de nouvelle année. Ouais. Mais force est de constater que les derniers mois nous ont montré que la capacité d'adaptation est incontournable. Puis là, on pourrait penser justement, là, il y a Jacques Cool qui parle souvent là, justement de se mettre dans une posture de mode bêta perpétuel, puis Ouais. de sentir que ce qu'on fait peut toujours ultimement être amélioré, et que si c'est bon, c'était bon pour ce moment-là, pour ce contexte-là, puis quand un nouveau contexte se présente, ben on bâtit à partir de ce qu'on avait déjà. Je me souviens de Margarida Romero qui parlait de sa tolérance à l'ambiguïté, puis de sentir qu'il faut être alerte justement à ces différents éléments-là, puis de se dire que ça fait partie de la vie, ça nous met en position de résolution de problèmes, mais que jusqu'à un certain point, que c'est un peu dans la nature d'évoluer en éducation que d'être justement dans cette posture-là parce qu'on travaille avec des êtres humains. Donc, dans ce cas-ci, avec des jeunes qui ont des besoins d'apprentissage et qui ont besoin d'être accompagnés sur toutes sortes de facettes. Ouais. Puis que ça, il y a plein d'imprévisibles justement là-dedans, puis qu'il faut être capable justement de se mettre dans cette posture-là, de s'adapter. Puis, tu sais, mon expérience d'avoir travaillé plusieurs années en 5e secondaire, cette adaptation-là était beaucoup tournée sur un accompagnement de jeunes qui se posent des questions. Là, m'en vas-tu sur la bonne track, moi, là, après le secondaire? Là, je suis bien aligné. C'est-tu vraiment ce que je veux faire ou c'est ce que mes parents me poussent à faire? Est-ce que c'est ce que tu sais, on me dit que j'ai ce profil-là, c'est-tu vraiment ça? Ça, j'ai apprécié énormément, dans le fond, de faire ça, mais ça nous remet beaucoup, des fois même en question sur le modèle de l'école, sur le système scolaire en général, sur des attentes comme sociales qui sont bâties à travers les années. Ça, j'en ai parlé longtemps, souvent là, avec mes 5e secondaires là-dessus. Puis je présume que ça doit être encore plus vrai en ce moment pour ceux qui sont en salle de classe avec des 5e secondaires, en ce moment qui ont vécu l'année passée une année particulière enfin, qui ont un vécu totalement bouleversé un peu là, depuis le début de l'année avec les nouvelles conditions là, qui sont là, puis qui peuvent se poser la question, je m'en vais où dans le futur, moi, là, avec ça? Là? Fait que je pense que évoluer en éducation, c'est d'être conscient qu'on a un rôle à jouer dans toute cette nécessité de s'adapter, dans le fond, à toutes les situations qui se présentent à nous. Là. Absolument. Donc, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on agit sur beaucoup plus que la matière scolaire qu'on est amené à transmettre à nos élèves. On est là pour accompagner parce qu'il y a un après notre cours. Dans ton cas, il y a un après secondaire 5. Puis, on les a pas longtemps, ces jeunes-là. Donc, on essaie d'agir là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ta vision de cette chose-là. Puis là, il y a une question qui me vient en tête. J'essaie de faire le lien. Tes stratèges numériques, tu parles d'accompagner des jeunes de secondaire 5, puis ça peut être des jeunes de secondaire en général. Est-ce que tu as vu des choses, est-ce que tu as entendu des choses de ton réseau, parce que notre réseau nous nourrit? Est-ce que tu as vu des choses qu'on peut faire en éducation pour accompagner les jeunes vers l'aspect numérique de leur réalité qui est tellement... On n'a pas vécu ça, nous autres. C'était pas là. Puis même comme adulte, moi j'ai 46 ans, puis c'est une dimension qui me demande de gérer consciemment la place qu'occupe le numérique dans ma vie personnelle et professionnelle, au-delà d'être stratégique, juste de pouvoir faire sa vie, puis pas sentir qu'on est au service de la techno. Là, mais y a-t-il des choses que tu as vues qu'on pourrait faire avec des jeunes de cet âge-là, qui sont en train de s'entreprendre, puis de prévoir ce qu'ils vont faire dans la vie? Comment on les accompagne avec l'aspect numérique de leur réalité? Moi, la première chose qui me vient en tête, Marius, c'est de les écouter. Wow. Puis, j'ai eu le temps, j'ai eu la chance en salle de classe, avec des 5e secondaires, dans un contexte où j'avais une certaine liberté, dans le fond, d'action. Puis, je me suis permis d'avoir aussi une latitude en créant des cours à option que j'ai pu mener pendant quelques années, qui me permettaient là, une pleine latitude, puis une confiance de la direction aussi que j'avais à l'époque là-dessus. D'avoir le temps de jaser de la réalité de ces jeunes-là. J'ai bâti un cours que j'ai appelé Culture populaire, qui est
avant tout un cours avec un angle de sociologie là, OK. en partant, et puis où est-ce que j'avais l'occasion de prendre le temps de jaser ce qui est d'habitude vu comme une partie de la culture qu'on n'étudie pas à l'école, parce que c'est la culture de tous les jours, c'est la culture populaire et qui nous vient de l'industrie du divertissement, OK. qui nous vient de la mode, qui nous vient de tous ces éléments-là. Puis évidemment, quand on parle de numérique, ben c'est sûr que pour un adolescent aujourd'hui, euh, son rapport au monde, son accès, dans le fond, en dehors de sa sphère sociale directe, de sa famille, ses amis, son quartier, son entourage, son école, Mm-hmm. ben, ça devient par le biais, justement, là, de ces appareils-là qui nous permettent d'aller, justement, surfer sur le net puis de Ah ouais. découvrir au-delà de ce qu'on a. Mm. Puis, tu sais, ça va de soi qu'avec des intérêts qui sont différents, ben, on n'aboutit pas à la même place, dans le fond, sur Internet. Puis Ouais. ça, je pense que les algorithmes qui ont été développés par les grandes entreprises qui nous proposent des choses, puis là, on peut penser particulièrement à tous les médias sociaux, Ouais. font en sorte de nous alimenter dans ce qui nous intéresse déjà, puis qu'on rentre là-dedans. Puis veut pas, quand on vient le temps de parler de ces enjeux du numérique-là, d'une génération à l'autre, on peut avoir une espèce de dialogue de sourds parce qu'il y a un clash générationnel qui est là, parce que Un puisqu'on nous dialogue de alimente en sourds. choses qui nous J'aime ça. intéressent, c'est ça. Et, ça veut dire que théoriquement, j'aurais pas le même fil de nouvelles que justement un jeune de 15-16 ans là, qui a son téléphone en main souvent. Et donc, on peut se dire qu'on parle de la même chose parce que c'est le numérique, c'est Internet, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est peu Ouais. importe. Mais que dans les faits, ce qu'on voit dedans comme contenu, c'est pas du tout la même chose. On n'en a pas la même expérience. On regarde pas tous passe-partout après souper, là. Non, c'est ça. On n'est plus à l'époque de ces grands rendez-vous-là. Puis, tu le sais, Marius, au Québec, la petite vie Ouais. a été comme un rendez-vous de tous les. C'était en début de semaine, 7h30. Puis là, tu avais l'impression qu'avec les statistiques d'écoute, que la moitié du Québec était justement en train d'écouter à la télé, sur son divan, en même temps la même chose. Puis que Ouais. le lendemain, au travail, à l'école, partout, ben, qu'on pouvait discuter de la même chose. Ça, ce phénomène-là, il n'existe plus. Tout ça est un paquet de sous-groupes, là, justement, là, qui vivent des choses, qui consomment des choses, qui discutent de choses différentes. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, pour moi, la première chose essentielle, c'est d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Puis je sais que ça a été souvent soulevé par ceux qui s'intéressent notamment, même aux jeux vidéo, ce serait la même chose, de voir que tu sais, laisser les jeunes parler de leur réalité. Puis après ça, nous, on peut venir, un coup qu'on a écouté, on peut venir alimenter la discussion par de bonnes questions qui viennent justement soulever des éléments, des enjeux, des défis, puis je pense à des enjeux éthiques, par exemple, des fois, là, de dire comme, est-ce que ce qui est là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est justement les fausses nouvelles qu'on entend beaucoup parler de ce temps-ci. Fait qu'on a comme intervenant en éducation, encore cette mission-là, même si on ne consomme pas exactement la même chose, on a encore, je pense, cette mission-là d'accompagner des jeunes à se poser les bonnes questions devant ces contenus qui sont accessibles et qui nous arrivent justement via le numérique parce que c'est pas parce que tu as un appareil dans les mains depuis très longtemps que puis surtout pas un appareil très polyvalent comme par exemple un téléphone intelligent. Qui fait toutes sortes de choses, qui donne accès à toutes sortes de choses, que par défaut, tu sais bien l'utiliser, que tu vas te poser les questions adéquates à chaque fois qu'il y a des choses qui se sont présentées. Puis, tu sais, tous les enjeux qu'on a en ce moment sur, justement, les fausses nouvelles, la désinformation, tous ces éléments-là, je pense que, clairement, l'école peut venir jouer un rôle. Il y a un rôle qui est parental aussi, puis là, je le vis avec mes jeunes enfants qui commencent tranquillement à s'initier, justement, au monde numérique, puis de voir de bien les accompagner là-dedans. Puis ça commence assez tôt, là, justement, de faire poser les bonnes questions, que ce soit, justement, de comment bien converser avec quelqu'un via une application de messagerie ou comment justement faire attention à nos recherches dans YouTube, tous ces éléments-là. Là. Puis plus récemment, je me dis juste comment participer activement à un cours en ligne avec mon enseignant. Comment je me présente dans un Meet ou dans un Teams ou dans peu importe l'outil, tu sais. Puis ce que tu viens de décrire, dans le fond, ça me fait penser à l'idée que ta façon de parler du numérique, c'est que le numérique,
c'est pas nécessairement un outil dans ce c'est encore plus que ça, c'est comme un contexte. Tu parlais d'amener les élèves à comprendre, les écouter. C'est un contexte numérique qui est complexe. Puis, wow. Oui, puis tu as raison en utilisant le mot contexte parce que, puis je me souviens d'en avoir parlé en classe, puis dans mes dernières années, justement, où est-ce que ça devenait de plus en plus évident, c'est que un des défis pour la jeune génération en ce moment, c'est de gérer assez tôt une genre de double identité. Ton identité dans le monde réel, puis tu as aussi ton identité dans le monde virtuel, OK. avec lequel, justement, tu peux venir... tu pourrais t'inventer, dans le fond, un personnage qui est totalement différent là, dans le monde virtuel, puis de vivre une espèce de réalité parallèle Oui. grâce à ça. Puis, tu sais, ça a été bien décrit d'ailleurs dans Ready Player One là, de Ernest Cline, qui présentait bien comment, justement, dans un avenir rapproché, si on avait des plateformes un peu omnipotentes, comme certaines plateformes, justement, de médias sociaux peuvent tendre à le devenir en ce moment, comment, finalement, on pourrait avoir une vie quasiment plus élaboré dans le virtuel que dans le réel. Mais dans une perspective de jeune qui est encore en construction de son identité, qui recherche qui il est, qui veut s'identifier justement à d'autres personnes, puis au contraire s'éloigner d'autres, comment faire la juste part des choses à travers tous ces enjeux-là qui lui sont présentés. Là, évidemment, il y a comme un enjeu de maturité puis de sagesse qui est à développer. Ouais. Puis ça ramène encore le fait que les adultes qui entourent ces jeunes-là demeurent, même s'ils n'ont pas toujours la fine connaissance technologique de ce qui vient de sortir puis ce qui est au point. Il y a encore on a des compétences qui sont déjà plus aiguisées pour se poser justement de bonnes questions pour ultimement agir de la bonne façon. Puis tu sais, quand tu parles de bien agir, par exemple, de bien agir et interagir dans un cours en ligne, par exemple, quand on est confiné à la maison puis que pendant 2 semaines, notre activité scolaire se passe complètement à distance, je pense qu'il y a là-dedans énormément de compétences qui sont transférables de la sphère personnelle à la sphère, là, dans ce cas-ci, scolaire, mais ultimement de travail aussi. Fait que c'est sûr que ces deux éléments-là deviennent imbriqués. Puis moi, ce qui me fait dire, puis c'est sûr que là, ceux qui écoutent notre conversation complètement en audio, moi, je le vois comme 2 cercles, dans le fond, qui se rencontrent, un peu comme un diagramme de Venn, où est-ce que cette identité virtuelle-là puis cette identité réelle-là tendent de plus en plus à se rapprocher, puis la zone, justement, là, mitoyenne, où est-ce qu'on vit finalement pleinement notre vie personnelle et virtuelle, elle est de plus en plus importante, grande, puis que ces deux éléments-là sont interreliés vraiment. Fait qu'à ce moment-là, ces compétences-là qu'on peut développer à l'école peuvent être transférées dans la vie personnelle et vice-versa aussi, là. Fait que c'est intéressant, ça revient un peu comme tu disais tantôt, là, que avec le télétravail, hein, notre monde personnel vient s'imbriquer un peu dans notre monde professionnel. C'est un peu la même chose par rapport à des compétences numériques, là, par exemple. Ah, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, en télétravail, ton rôle de père de famille peut s'imbriquer avec ton rôle de professionnel de l'éducation. Si ton enfant arrive dans ton espace actuellement, tu serais père de famille en même temps. Puis ça, c'est la réalité. Tu sais, donc, c'est de toute beauté. Certains voient ça comme un défi. Moi, je trouve que ça nous ramène à la base qui est, dans le fond, on est une personne. On a différents chapeaux dans notre vie. On a différentes responsabilités. Puis on a comme... la situation actuelle nous met face à tous ces chapeaux-là en même temps dans certains cas. Puis ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble instantanée de notre vie, notre existence présentement. Puis de dire, c'est tout ça. Je suis content de ce que je vois. Puis je peux agir là-dessus. Puis y a-t-il des choses que je devrais remettre en question, tu sais. Donc, puis ça aussi, je pense que c'est un processus itératif, dans le fond, là, qu'il faut voir qu'on est en amélioration continue pour ça aussi, parce qu'évidemment, la technologie change, les contextes changent, puis veut pas, d'un point de vue d'adulte, les jeunes, je pense que les jeunes changent. Je me souviens au début de ma carrière, qui n'est pas si lointaine que ça, qu'il y avait, je me souviens d'une discussion de réunion d'une journée pédagogique où est-ce que certains collègues disaient comme, mais ça sera toujours des jeunes de 13, de 14, de 15 ans qui sont devant nous. Oui. Puis à un moment donné, puis c'est un discours qui revenait souvent puis qui semblait être comme une espèce de fait établi. Pour en venir, à un moment donné, en discutant avec d'autres collègues, de dire,
est de constater ici aussi que plus les années avancent, moins c'est vrai de dire que c'est des jeunes qui sont pareils. Oui, ils ont 12 ans, oui, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans encore, mais les défis auxquels ils font face sont peut-être un peu différents. Cette technologie-là qui devient, qui prend de la place dans un paquet de sphères de notre vie, puis qui vient justement rencontrer le personnel, puis dans ce cas-ci, le scolaire, ça mélange les deux mondes qui, avant, je pense, étaient capables de vivre relativement en parallèle. Tu sais, l'école était un petit monde avec sa culture, ses règles, ses normes, ses façons de faire, puis que quand on sortait de l'école, après ça, on arrivait dans un autre monde. Mais là, on s'aperçoit que ces deux mondes-là commencent à devenir un peu plus imbriqués l'un dans l'autre, puis ça apporte des nouveaux défis et donc des nouvelles actions à mettre en place pour accompagner nos jeunes face à ces défis-là. Là. Ouais. On est pris à s'adapter. Hein. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, on est pris à s'adapter, puis c'est de toute beauté parce que dans le fond, on est au service de ces jeunes-là. Puis tu utilises le mot accompagner depuis le début de notre entretien. J'ai le goût de te poser la question, si tu t'adressais à ta gang de secondaire 5, c'est quoi les mots de Maxime Pelchat quand tu entends tout le monde est un leader ou le leadership, ce que c'est pour toi, en mots de prof qui parle à sa gang de secondaire 5, là, c'est quoi le leadership pour toi? Face à eux, face à leur avenir, moi, j'avais toujours l'attitude de dire qu'ils sont maîtres, dans le fond, de ce qu'ils vont devenir. Puis c'est un peu comme je disais tout à l'heure, quand en cinquième secondaire, en fin de parcours, il y a toujours cette pression, des fois directe ou indirecte, là, justement, de qu'est-ce que les autres voudraient que je fasse. Ah oui. Puis des fois, on laisse peu de place, justement, à qu'est-ce que je voudrais faire. Puis je me souviens d'avoir travaillé beaucoup avec la conseillère en orientation. D'ailleurs, Brigitte, je la salue. Bonjour, Brigitte. Qui justement, avec qui j'avais une super bonne relation parce qu'évidemment, un conseillère en orientation en cinquième secondaire, disons qu'il y a des choses charnières qui se passent là, puis il y a des décisions à prendre, puis ça vient assez tôt. Hein. Déjà à l'automne, il faut se mettre déjà dans... On vient à peine de commencer l'année, qu'il y a déjà, il faut prendre des décisions sur la suite des choses. Quel programme vises-tu pour la suite? As-tu justement les préalables nécessaires? Quel est un plan B si le plan A ne fonctionne pas? Fait que c'est quand même des bons défis qui sont présentés aux jeunes. Puis c'est toujours leur rappeler qu'ils sont, dans le fond, les leaders, eux autres même, de ce processus-là qui se met en branle. Ils peuvent être accompagnés. Puis c'est ce qu'on leur rappelle justement comme éducateurs, que s'ils ont des questions et tout ça, puis qu'il y a des opportunités qui sont mises en place justement pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, puis qu'ils peuvent justement écouter pour se faire une tête. Mais se faire une tête, la décision, c'est eux. Donc, c'est eux qui se retrouvent justement en position de leadership, de prendre toute cette information-là pour passer à l'action après. Oui. Donc, ils sont maîtres de leur devenir. Ils peuvent être accompagnés. Ils peuvent aller chercher de l'aide s'ils le veulent. Ils peuvent saisir ces occasions-là. La décision leur revient. Je me dis, my God, c'est ça notre job comme adulte aussi. On est maître de notre devenir professionnel parce qu'ici, si on se parle entre professionnels, on est aussi responsable de décider ce qu'on veut devenir. On est responsable aussi de saisir les occasions qui s'offrent à nous. Puis le réseau, entre autres Twitter, c'est une occasion qu'on peut saisir ou non. Moi, récemment, mon compte Twitter fêtait ses 10 ans. J'en reviens pas. Mais sans ça, je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui grâce aux collègues que j'ai rencontrés à travers ça, dont toi, parce que je pense qu'on s'est d'abord rencontrés dans le numérique. Je me souviens pas à quel moment, mais on s'est ensuite rencontrés en personne dans d'autres projets. Toi, dans ton parcours, dans ton devenir actuel, ça a été quoi la place de ton réseau? Que ce soit en personne, parce que le réseau, c'est pas juste numérique, ça peut être un réseau en personne dans nos établissements, dans nos commissions scolaires, ou centres de services scolaires maintenant. Mais ton réseau, ça a été quoi son rôle dans ton devenir jusqu'à présent? Ça, pour moi, ça, c'est essentiel. Parce que j'ai toujours eu l'impression d'être poussé en avant par des personnes qui témoignaient de la confiance en moi pour me pousser en avant. Puis c'est sûr que tout ça commence dans le réel. Hein, puis ça commence très, très tôt. Là. Évidemment, c'est la famille. Moi, j'ai des parents qui ont cru énormément en moi et en mes capacités, qui m'ont accompagné dans à peu près tout ce que j'ai pu justement entreprendre, même si je n'étais pas toujours en haute performance. Par exemple, j'ai joué au hockey pendant plusieurs années, mais jamais du hockey d'élite, justement, là, dans le système double lettre, par exemple, au Québec. Puis, il y a toujours eu un appui, justement, de ça, avec les hauts et les bas qui peuvent venir avec ça. Là. Puis, je pense que j'ai eu la chance, d'ailleurs, de rencontrer un paquet de monde comme ça
on pourrait dire comme en présence pendant tout le long de ma carrière. Ouais. Je dis ma carrière, mais tu sais, comme c'est ça, là, de ma jeunesse, puis après ça, de mes premières expériences de travail, puis après ça, de tomber justement dans ce qui devient notre carrière. Puis effectivement, ça commence comme dans le milieu du travail, ça commence avec un réseau de collègues qui deviennent des amis évidemment par affinité au début, par des projets communs, Ouais, par c'est de vrai ça. l'entraide. Ouais. Puis tu sais, pour moi, je me souviens encore la première journée que j'ai commencé dans mon école en 2004. À l'époque, première journée, première réunion du matin, là, au mois d'août, t'es un peu déboussolé, complètement submergé d'informations là, Ah parce ouais. que c'est un nouveau milieu, tu connais pas toute la culture encore, puis il faut que tu avales ça. Puis la première réunion, on souhaite la bienvenue, mais on veut déjà mettre les choses en branle, puis et on y va. Puis je présume que tu sais de quoi je parle, Marius, toi qui étais même en position de direction, Ouais, puis ouais, qui, tu sais, on débute de façon bienveillante, mais il faut que ça roule parce on n'a pas des pédagogiques à n'en plus finir là, ouais, dans les ouais, jours qui suivent ouais. avant d'accueillir les élèves. Puis tu sais, je me souviens encore d'être assis à mon bureau à la fin d'avant-midi, un peu saturé d'informations, puis de voir justement un collègue Benoît, que je salue là aussi, qui vient cogner à la porte puis qui dit Hey, salut, si jamais tu as des questions, tu ne te gênes pas, hein, tu viens me voir, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Puis, Mm. un réseau professionnel, ça commence par des actions comme ça, puis que ça se tisse, puis que c'est quelqu'un qui te tend la main pour t'amener justement plus concrètement dans l'équipe. Ça fait toute la différence. Puis je Ouais, pense que si on se projette parce que tu parlais de Twitter tantôt, si on ouais, se projette dans le virtuel, il y a exactement ce même genre de phénomène-là qui peut se passer aussi. ouais. Puis j'ai eu moi aussi la chance via Twitter. Puis là, moi, ça remonte, tu vois, un petit peu moins longtemps. Là. Moi, c'était en 2014 là, que OK. j'ai commencé à interagir plus activement là, OK. dans Twitter. Puis de voir que des fois, ça prend juste une personne qui semble comme reconnue. Quand on commence Ouais. à suivre un peu qu'est-ce qui se discute sur certains sujets qui nous intéressent, dans ce cas-ci, c'est l'éducation. Puis Ouais. de voir que tout d'un Ouais. coup, quelqu'un qui a de l'air suivi, qui a l'air d'avoir une notoriété, te fait, tu sais, comme réagit à quelque chose que tu as partagé, que tu as Ah ouais. commenté. Ouais. Des fois, ça commence juste par un petit j'aime, hein, dans le fond, Ouais. sur quelque Ouais. chose qui a été publié, Ouais. puis que ça devient comme ça propulse en avant. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, ce réseautage-là peut être très, très riche parce que veut pas surtout quand on est en mode on défriche, Ouais. on essaye, Ouais. il y a toujours une incertitude qui plane, puis que Ouais. d'avoir un moment donné comme un genre d'écho qui te dit comme oui, c'est intéressant, tu as l'air d'aller dans la bonne direction. Puis c'est pas toujours dit avec comme ces mots-là, Non. mais On le c'est prend comme comme ça ça. exact, on le prend Ouais. comme ça, puis Ouais. ça nous conforte, ça nous propulse en avant, puis Ouais. ça nous amène à continuer justement à persévérer. Absolument. Tu sais, on a comme l'impression parfois, euh, peut-être en personne, quand on vit une même formation, on jase avec nos collègues, puis on se rend compte qu'on se pose les mêmes questions. On se dit, ah, je suis pas fou. Puis de façon similaire, dans Twitter, on parle des mêmes choses, on partage notre vécu, les gens réagissent. On se dit, ah ben, je suis pas fou, je suis pas le seul à penser ça, ou les gens peuvent peut-être considérer que mon vécu a de la valeur. Puis ça nous propulse, comme tu dis, parce que ça nous donne le goût d'y retourner. Quand on vit des interactions professionnelles comme ça, qui sont positives, on a le goût d'y retourner, c'est certain. On est comme fait pour ça, là, l'être humain. T'enseignais de l'univers social, donc on Oui, s'entend, là. Donc, non, ouais, ça se comprend. puis tu vois, tu me fais penser, Marius, que je pense, tu sais, euh, quand on tombe dans une deuxième étape à un moment donné dans cette intégration de ce réseautage-là, puis notamment, tu sais, c'est sûr qu'on le vit en présence dans son milieu aussi, mais OK. dans le virtuel, des fois, c'est un petit peu plus dur parce que, comme on disait tantôt, les algorithmes, des fois, nous attirent à nous présenter juste ce qu'on aime déjà, ou, tu sais, Oui, puis parce oui, que les calculs algorithmiques, bien qu'ils soient complexes, puis des fois même un peu, même pas mal secrets, là, jusqu'à un certain point, là, on comprend de façon générale qu'on nous pousse énormément à aller vers des contenus qui sont susceptibles de nous intéresser par défaut. absolument. Mais le réseautage peut permettre aussi de mettre en lumière des fois des idées, des points de vue, des angles auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas été justement confronté
peut-être que ce soit dans son milieu ou à propos de certaines stratégies, à propos de certains enjeux, puis qu'à ce moment-là, ça nous fait aussi cheminer pour voir des situations, des problématiques sous un autre angle, puis que ça peut nous propulser en avant aussi, parce que des fois, quand on est juste à regarder un élément d'un seul point de vue, ben peut-être qu'on occulte aussi une autre partie de la réalité auquel on n'est pas confronté naturellement, puis juste d'en prendre conscience, ça peut nous aider à mieux voir, à mieux comprendre, puis ultimement à prendre des meilleures décisions aussi. Là. Ah, absolument. On a des angles morts, tout le monde, puis c'est certain Mm-hmm. que, tu sais, après 10 ans dans un réseau comme ça, moi, ce que je constate, c'est que peu importe le niveau d'expérience des gens qui sont là, dans le numérique ou en éducation, ça vaut la peine de partager son vécu, ses questionnements, ses expérimentations. Tu parlais que tu expérimentais à un certain stade. Puis, c'est un peu ça. Puis, depuis que j'ai découvert les bienfaits que moi, j'en retire de ce réseau-là, chaque fois que je fais une conférence, j'invite les gens à se créer un compte Twitter parce que je leur dis, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas apprendre de vous. Puis, c'est un petit peu la même approche que j'ai quand je partage des billets de blog. Puis maintenant, avec le podcast, c'est que je me dis, OK, peut-être que c'est pas tout le monde qui va... Peut-être que les gens vont s'ouvrir un compte Twitter. C'est pas tout le monde qui va commencer à écrire des billets de blog. Fait que je me suis dit, un podcast, peut-être que ça peut donner une voix à des gens qui prendraient peut-être pas le temps d'étoffer autour d'une thématique leur réflexion. Puis, il n'y a pas de mal à ça, mais ça a tellement aidé mon propre développement. Je me dis, il faut qu'on rende ça disponible d'une certaine façon. Tu parlais tantôt de ton rôle de stratège numérique. Tu veux diffuser des messages, répandre une certaine vision, certaines opportunités pour les gens qui vous suivent. Mais c'est un petit peu dans le même sens. Tu sais, ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on est en train de rendre disponible un petit peu une partie de notre vécu en espérant que ça puisse aider quelqu'un à aller encore plus loin dans sa pratique. Donc, tu sais, c'est un peu ça l'esprit du réseau. On prend, puis on donne, puis on avance. Effectivement. Puis, tu sais, dans une perspective, surtout en ce moment où est-ce que là, il y a beaucoup de choses qui se brassent. Ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup à faire. Tu sais, j'en ai parlé avec quelques conseillers pédagogiques qui, dans leur milieu, en ce moment, ont été sollicités pour comme quasiment inventer quasiment une école. C'est une école en ligne jusqu'à un certain point, là, qui va clairement servir comme à court terme, mais on sent très bien là, que ça va servir à long terme aussi, mais que là, il y a comme une grosse pression là, qui est faite là-dessus, puis qui plane toujours l'enjeu de se dire comme « Oh, OK, dans mon milieu, on me demande ça, bon, ben go, je commence par où? » Puis là, on dépense beaucoup de temps pour justement se creuser la tête sur idéation, faire un peu d'idéation sur OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis essayer de découvrir comment le faire, puis de mettre énormément de temps là-dedans, alors qu'on peut voir qu'une des vertus, dans le fond, du réseautage, c'est de s'apercevoir que, des fois, tu peux poser une question, puis qu'on va te répondre, puis que la réponse, peut-être, c'est quelqu'un que tu connais pas personnellement, mais quelqu'un qui fait partie de la discussion. Puis on sait que les groupes Facebook sont très forts, justement, là, pour pouvoir permettre ce genre de choses-là. Puis de sentir qu'on peut bénéficier de l'expérience des autres pour, justement, aller plus loin, puis de dire comme, OK, je suis pas obligé de partir à zéro. Il y a déjà quelqu'un, justement, qui a planché là-dessus, qui a fait peut-être, justement, essais-erreurs, puis que je peux bénéficier de cette expérience-là. Puis après ça, prendre ça, et non pas comme prendre ça, puis essayer de l'intégrer de force dans mon milieu, mais plutôt prendre ça puis m'inspirer pour, après ça, le recontextualiser dans mon milieu puis de repartir justement avec quelque chose qui est bien, bien en phase avec les besoins de mon milieu. Puis tous ceux qui sont en position de leadership puis d'accompagnement, particulièrement dans ces jours-ci, peuvent, comme ils peuvent y trouver vraiment une plus-value à aller puiser dans ce qui a déjà été partagé dans le réseau, puis qu'on en est juste plus fort. Parce qu'après ça, si tu repartages, probablement que peut-être directement ou indirectement, tu vas aider quelqu'un d'autre, dans le fond, qui va pouvoir se propulser aussi dans son milieu. Fait que ça, c'est une des grandes forces, dans le fond, que le virtuel nous permet en ce moment de pouvoir faire bénéficier, dans le fond, de tout ce travail-là au-delà de notre propre milieu, parce que, tu le rappelais tantôt, Marius, on fait ça pour les jeunes. Hein? On est au service, dans le fond, au service des jeunes, puis on le fait pas pour notre propre notoriété à nous, on le fait pas pour... on le fait pour aider des êtres humains qui, clairement, en ce moment,
moment ont des besoins, puis que si justement on peut juste cultiver cette culture, c'est un peu un pléonasme, là, mais de travailler sur cette culture de partage-là, je pense qu'on peut juste tous en sortir gagnants. Ah, absolument, c'est tellement important. On est loin de l'époque où on se disait, ça c'est mon cours, il est monté dans mon cartable, tu y touches pas, monte ton cours, tu commences. Tu sais, on est loin de cette époque-là, puis je pense que ça nous aide à avancer puis à se propulser. J'ai le goût de parler de Claire, parce que Claire, c'est un événement au Nouveau-Brunswick qui, depuis plus de 10 ans, nous amène à voir les choses autrement, voir l'éducation autrement. Puis, c'est ça, gars. c'est absolument. Hein. Puis, tu as eu la chance, en janvier dernier, je crois, de faire une session Ignite. Puis, j'ai vraiment aimé ton approche parce que tu as parlé d'éducation, mais en partant de ton vécu comme parent. Puis, sans te demander de nous refaire ton Ignite, là... remarque, ça va vite, un Ignite. Oui, remarque, ça va. Peut-être que ça serait plus court de le refaire. Tu sais. Non, mais peux-tu nous parler un peu de ça, ton expérience en tant que parent, puis avec tes enfants, puis les liens que tu faisais avec le monde de l'éducation? J'ai tellement trouvé ça intéressant, ta perspective. Oui, parce que là, je sais pas, là, je devais être dans un mood dans un mood très motivé, parce que j'avais décidé de me donner un peu un défi de contenu puis de contenant là, OK. En même temps. Oui. C'est tout un défi, je me sens encore très honoré. Ouais, je me sens encore très honoré d'avoir pu comme vivre cette expérience-là, parce que veux pas, c'est un public de passionnés qui sont là. Hein, quand il y a toute cette masse de personnes qui se déplaçaient du côté de la petite ville de Clare au Nouveau-Brunswick en plein hiver pour aller justement un peu discuter des enjeux en éducation, hein, parce que les dernières éditions de Clare ont bien montré que c'était pas un colloque sur le numérique spécifiquement, mais sur un vécu, dans le fond, scolaire très, très, très global. Puis je me disais, qu'est-ce que moi, à un moment donné, tu es honoré, dans le fond, de te faire demander, mais après ça, tu te dis comme, bon, j'ai-tu vraiment quelque chose à dire? Là? Pourquoi j'ai dit oui? C'est ça, le plan de syndrome de l'imposteur. Là. Puis là, après ça, c'est juste de trouver, dans le fond, le bon filon. Puis j'ai décidé d'exploiter un peu cet élément-là. C'est parce qu'il y a tellement de parallèles à faire entre, justement, le travail qu'on fait en éducation, peu importe le rôle qu'on a, puis le travail qu'on fait, le travail de tous les jours qu'on fait, de tous les instants avec les parents. Puis dans mon cas, mon plus jeune, Julien, a le diabète de type 1. Donc, c'est un diagnostic qui est arrivé très, très tôt. Là. Il venait d'avoir 18 mois. Là, OK. Oh, mon Dieu, OK. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est pas. Ça devient une condition particulière. Julien peut justement penser avoir une vie extrêmement normale. Puis comme je dis souvent, Julien est devenu condamné à avoir une vie d'autonomie et de responsabilité très tôt, dans le fond, pour pouvoir bien vivre justement avec cette condition physique-là, qui lui demande, dans le fond, de monitorer comment ça va, sa glycémie presque à tous les instants de la journée jusqu'à un certain point. Puis, de ce côté-là, on n'embarquera pas là-dedans, mais la technologie est de plus en plus aidante, puis c'est assez fou, là, qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là. Mais évidemment, comme parent, de sentir que là, on avait à être en monitoring constant du bien-être physique de son enfant, c'est un bon challenge en soi. Fait que ma conjointe et moi, on a eu sans même parler de la charge émotive, là. C'est comme parent. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est un choc quand on s'appelle de la charge qui va venir avec, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune de 18 mois soit autonome justement avec ça, parce qu'il y a des signes qui sont justement qui sont carrément physiques à l'intérieur, qu'on peut juste souvent voir de l'extérieur quand il est un peu comme tard, un peu finalement pour venir donner un coup de pouce justement à la nature qui a une petite défaillance. Puis dans le fond, c'est de dire, OK, ben il faut se mettre en position un peu comme de leadership. Là, clairement, là, pour que ça aille bien à tous les jours, il faut se mettre dans une position d'action, de prévention, puis de voir venir justement le plus possible. Puis ça a demandé comme
de s'approprier des nouvelles connaissances, développer des Hey, nouvelles compétences. et D'ailleurs, comment? by the way, ça a changé notre façon de manger, même à la maison, parce qu'il faut porter une attention particulière là-dessus pour justement bien faire l'adéquation entre ce qui rentre puis ce qui est accompagné justement d'insuline qui n'est pas produite naturellement là, par le corps avec le diabète de type 1. Oui. Fait que, c'est beaucoup d'apprentissage, mais après ça devient de l'apprentissage de tout son entourage. C'est le retour à la garderie. C'est après ça de pouvoir continuer à vivre des activités avec grand-maman, grand-papa, papi, mamie d'un côté, les cousins, tout ça, qui sont là-dedans. Puis après ça, c'est l'entrée à l'école, puis il faut accompagner le personnel scolaire. Fait que ça demande justement une position de leadership qui est là. Ben, Puis de voir rapidement... c'est ça que j'allais dire. Écoute, il faut que tu accompagnes les adultes Ouais. qui vont être responsables du bien-être de ton enfant. Je veux dire, entre 18 mois puis l'âge de, je ne sais pas à partir de quel âge, Julien était en mesure de dire à l'adulte qui était avec lui, « Hey, regarde, il faut faire ça. » Mais entre 18 mois puis ce moment-là, il faut que toi, tu prépares... Puis j'imagine qu'il faut que les autres adultes autour de toi gagnent ta confiance avant de leur laisser ton enfant. Moi, j'ai une nièce qui est aussi diabétique de type 1. Puis, la fille de ma sœur. Donc, écoute, il a fallu apprendre ce que c'est, nous, avant de pouvoir accueillir Noémie dans notre famille en l'absence de ses parents. Donc, j'imagine, c'est ça que tu es en train de nous dire, mais je veux dire, c'est comme quelque chose qui est non négligeable aussi, là. C'est pas juste Julien qu'il faut rendre autonome, c'est aussi les gens qui l'entourent quand tu n'es pas là. Oui, puis l'exemple de Noémie, c'est un bel exemple justement d'autonomie, de responsabilité, puis même d'entrepreneurship, hein, de ce que j'ai vu, hein, parce que je l'ai découvert un peu grâce à toi, parce que tu avais partagé des choses sur tes médias sociaux de ces projets et tout ça, puis d'ailleurs auquel on a participé à l'encourager aussi de notre côté avec son projet dans le vêtement. Là, oui, A1C. A1C. Oui, on a tout notre T-shirt. Oui, excellent, nous autres aussi. Extraordinaire. Mais effectivement, fait, cet élément d'accompagnement, il devient important parce que, puis tout ça, d'être dans une perspective aussi d'accompagner Julien à développer son autonomie là-dedans. C'est pas pour être totalement en train comme d'être un hélicoptère, finalement, là, qui gère tout pour lui. Il faut lui faire comprendre. C'est un processus très, très, très éducatif, là, autant que pour la personne qui a à accompagner que pour, justement, Julien lui-même là-dedans. Et puis c'est un peu ça que j'ai voulu raconter dans mon Ignite, que au final, ça devient rapidement un travail d'équipe. Hein, fait que oui, ça nous place par défaut comme parents en position de leadership. Et ça avait été un bon coup de pelle d'en face, pour prendre une expression justement carrée un peu. Un moment donné, dans une rencontre avec son médecin endocrinologue, qui avait comme une résidente qui était avec elle cette fois-là pour une rencontre de suivi. On en a tous les 3 mois pour voir comment ça va. Puis, dans le fond, elle expliquait, la médecin, à la résidente, comment, au final, là, assez rapidement, c'est le parent qui devient le pro du diabète de son enfant. Oui. Fait que, tu sais, toi, tu es médecin, tu connais les grandes lignes, mais comment ça se passe avec cet enfant-là? C'est le parent qui le sait. Oui. Jusqu'à temps, comme tu disais tantôt, Marius, que l'enfant devienne autonome, justement, par lui-même, puis qu'il soit capable de prendre toutes les responsabilités qui viennent avec ça, qui arrivent la plupart du temps quelque part à l'adolescence. Tu sais. Écoute, je fais le parallèle. Fait que ça, c'est un gros poids là, à avoir sur ses épaules. Quand un médecin dit ça, c'est toi. C'est toi le leader. Écoute, je fais un parallèle direct avec l'éducation. Tu dis le médecin a le savoir général. C'est toi l'expert dans la vie de cet enfant-là. C'est toi qui prends une décision le plus près de l'enfant, n'est-ce pas? En éducation, ce qu'on fait, on s'appuie sur la recherche, le médecin. Mais le pro, c'est celui qui est dans la classe avec l'élève. Tu sais, je me dis, je fais le parallèle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On devient expert des jeunes qui nous sont confiés. Parce qu'on les connaît, puis on prend les meilleures décisions pour eux. Puis dans tout le processus, on s'attend à ce que peu à peu, hein, puis c'est un peu ça, moi c'est ce que je voyais très bien à la fin du parcours au secondaire, c'est de voir qu'après ça, on les pousse, puis on les pousse hors du nid, puis c'est de dire après, c'est rendu comme dans le monde post-secondaire, là, tu voles de tes propres ailes, puis tu prends les décisions, puis il y a beaucoup de choses qui deviennent ta responsabilité. Fait que tout le travail qu'on a fait en amont, c'est de t'accompagner, dans le fond, à t'autonomiser. Puis moi, ce que je voulais montrer dans mon Ignite, c'est que tout ça est au final un travail d'équipe. Ça prend du leadership. Faut tolérer l'ambiguïté, clairement, parce que nous, on en a tous les jours, toutes les nuits même. Même quand vous faites les bonnes choses.
Oui, Même quand exact. vous Ouais, faites mais les bonnes choses, ça on varie. s'appuie sur les données probantes, puis finalement, ça ne donne pas toujours le résultat Oui, pour un paquet de facteurs oui, X, Y, Z. oui. Ça fait des situations assez complexes. Mm. Puis pour bien le vivre au jour le jour, il faut le travailler en équipe. Ça prend de la communication avec l'équipe école, comme là, dans ce cas-là. Oui. Julien est en première année là, en ce moment. OK. Fait que ça prend tout un travail d'équipe. C'est un peu ça que je voulais montrer, qu'au final, cette mission d'éducation-là ne peut pas reposer sur les épaules d'une personne. Il y a des gens qui ont du leadership, qui doivent justement assumer du leadership. Il y a des gens qui ont une position claire d'accompagnant, mais que tout ça, c'est un travail d'équipe qui doit être orchestré avec une vision commune. Puis moi, je voyais énormément, dans le fond, de parallèles avec ça parce que, comme on le disait tantôt, c'est au bénéfice des jeunes qu'on fait, Oui. qu'on fait tout ce travail-là en éducation, tout comme justement notre travail de parents en ce moment, c'est au bénéfice de notre enfant pour Oui. qu'il devienne un adulte plus tard qui est responsable, équilibré, épanoui. C'est ce qu'on cherche, là. Puis tu comprendras, Marius, dans le fond, que tout ce processus, ce vécu-là qu'on a eu, ma conjointe et moi, autour de cette situation-là, ben on en a des retombées pour nos 2 autres enfants aussi. Là, Oui. Oui. j'en ai 3. Fait que Oui. tout ça a des retombées. Puis il y a des choses qu'on transfère dans notre vie avec les autres enfants, avec notre entourage, dans notre vie professionnelle et tout ça. Là, fait que c'est un peu ça que je voulais raconter. Puis je trouvais qu'il y avait des beaux parallèles à faire avec notre mission éducative. Ah, c'est tellement beau. Puis en même temps, je veux dire, ça nous ramène à ce qu'on vit personnellement. Tu sais, quand on voit l'impact que ça a dans nos familles, notre approche, l'accompagnement, le besoin de s'adapter, le besoin de travailler en équipe, ça devient tellement évident que c'est ce qu'on doit faire en éducation aussi pour avancer. Ça devient transférable. Tu sais, c'est tout ce que tu as présenté là, c'est transférable. Puis d'ailleurs, je vais mettre le lien de ton Ignite dans la description de notre épisode aujourd'hui pour les gens qui veulent aller voir la performance. Mais je pense que tous les Ignites sont là, ils se succèdent, là. Donc, Oui, il y en a effectivement. d'autres qui sont là. Puis, c'est vraiment un beau format en peu de temps. Moi, ce que je retiens de ton Ignite avec ce que tu viens de nous rappeler là, c'est que tu disais que Julien, éventuellement, doit devenir capable de réguler lui-même sa glycémie et Mhm. puis savoir il est où aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a un impact là-dessus dans sa façon de gérer sa glycémie? Pas juste la Exact. tester, mais ce qu'il ingère, puis comment l'activité physique. Puis à un moment donné, il doit devenir autonome. Et n'est-ce pas ce qu'on veut faire dans nos écoles? Je t'entendais parler de tes secondaires 5. Tu veux les accompagner. C'est un peu ça, dans le fond, ton approche avec comme enseignant, c'est les amener à prendre conscience que c'est eux le maître de leur devenir. Qu'est-ce que je fais présentement pour devenir? Dans le but Exact. qu'ils deviennent autonomes. Tu sais, c'est la même recette, mais appliquée à un autre contexte, dans le fond, pratiquement, là. Ah oui, fait que le mot-clé, comme tu l'as souligné, je pense que c'est ça. Là. Tout ça est transférable. Ouais. Puis il faut se mettre dans cet état d'esprit-là aussi, qu'il y a un paquet de choses qu'on peut développer, qu'on peut se développer. Puis là, ça revient plus à ma réalité de travailler les 2 mains dans la formation continue puis dans le développement professionnel. C'est qu'il y a vraiment, quand on se met en mode justement là, d'amélioration continue, les retombées sont positives pour plein d'aspects dans notre vie, puis qu'on peut juste y gagner, là, Oui, justement, à se mettre en action. ouais, ouais, absolument. Absolument. Hey, c'est vraiment intéressant de jaser avec toi, mon cher Maxime. On serait rendu à une portion rafale où je te présente quelques mots et puis tu me donnes les premières idées qui te viennent à l'esprit quand tu entends ce mot-là. Es-tu game? Est-ce que tu as un nombre X là, que tu veux atteindre, Ah, là, justement? là, Il pas faut de se nom, rendre à tel mais. nombre? Non, Ou... non, 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 OK. non, pas de ça. Ça On en compte. fait 25. Ça compte-tu? Ouais, c'est ça, il faut se rendre à 25. Non, je t'en lance quelques-uns, on se donne peut-être 5 minutes, là, puis Mhm. juste question d'aborder plusieurs sujets en peu de temps, juste voir ta perspective, mettre en valeur un petit peu ta vision des choses. Je commence avec un qui est peut-être évident, on vient d'en parler un petit peu, mais si je te dis le mot famille. Ah, ben ça, c'est la base de tout. C'est le fondement. Puis, tu sais, les dernières années me l'ont bien montré. Puis, je pense même avec le confinement aussi, il y a ça nous a tout apporté justement à revenir, dans le fond, à la cellule familiale. Puis même justement avec la famille élargie, de se dire que tout d'un coup, ça devient essentiel de prendre des nouvelles des grands-parents en se faisant une visio, puis de s'organiser des soupers autour de ça. Il y a des nouveaux rituels qui ont émané de ça. Je pourrais parler du trip de la fondue là, qui vient de partir ici dans la famille. Là. Puis que tout d'un coup, on se dit, ben, ça sent beaucoup dans la maison, mais de toute façon, il n'y a personne qui vient. Fait que, sentons la fondue. La question qui tue, chinoise ou bourguignonne?
Ici, on est plus chinoise. OK. On est plus fondue chinoise. Là, puis il va dire la sauce rosée. Ah oui. Il s'en prend il s'en prend en quantité industrielle. Vive les petits pots de sauce canton. Hein? Pédagogie. Euh, Mais dans le fond, c'est la base de tout. Puis, tu sais, en même temps, je dois avouer que j'ai un intérêt nouveau qui se tourne vers un peu comme l'andragogie justement ma situation en formation continue. Puis, j'aimerais ça peut-être en apprendre un petit peu plus de ce côté-là parce qu'évidemment, théoriquement, la pédagogie s'adresse particulièrement à la façon d'apprendre comme des enfants, puis comment on peut les accompagner justement comme ça. Puis, tu sais, là, je vois que comme toute la portion de l'andragogie, comment les adultes apprennent. Puis évidemment, il y a des similitudes là-dedans. Puis je sais que même en éducation, on a tendance à utiliser pédagogie pour un peu comme les deux contextes, que ce soit comme un jeune qui apprend ou que ce soit un adulte qui apprend. Mais c'est ça, ce côté-là de comment l'adulte apprend dans une situation où est-ce qu'il a peut-être été sur le pilote automatique pendant un petit bout de temps, puis que là, par la force des choses, comme ce qui se passe dans les derniers mois, que le contexte, lui, le pousse. Donc, les contraintes extérieures le poussent vraiment à changer puis à être obligé d'apprendre quelles sont justement la réalité. Fait que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, là, ce nouveau volet-là. Ah, c'est fantastique. Je te lance une référence. Malcolm Knowles, Knewles, c'est quand même une belle référence là-dessus. L'andragogie. Tu parles que Beyoncé Knowles? Non, c'est Non. pas que non. Ça, c'était un autre contexte. Mais il y a des transferts, j'en d'accord. suis sûr. Peut-être. Je continue. Vas-y. En lien avec ce que vous faites à Cadre 21, l'idée de la reconnaissance. Oui, bien, puis je pense que c'est une idée qui dépasse même le cadre 21. C'est sûr qu'au cadre 21, on l'a mis au cœur du modèle où est-ce qu'on se dit comme il faut qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance pour ces pas-là qui sont faits, pour cette mise en action-là qu'un enseignant ou n'importe quel membre du personnel, dans le fond, dans une école, quand il se met en action, qu'il y a une reconnaissance qui est faite, puis qu'on sait que ça va être un sujet chaud dans les prochains mois, probablement peut-être l'année de 2021, ça va être un sujet qui va être abordé beaucoup, là, de savoir quelle reconnaissance qu'on peut faire concrètement. Est-ce que maintenant, on est rendu à un point où est-ce que le développement professionnel, la formation continue doit être reconnu officiellement comme une tâche incontournable et essentielle dans sa pratique, parce que là, c'est comme quelque chose qui est un peu implicite. Puis là, on sent le besoin tout d'un coup, puis je pense que, comme on le disait encore tantôt, le contexte dernièrement le pousse encore, qu'il faut justement peut-être le systématiser un peu pour le rendre explicite que cette reconnaissance-là pourrait être apportée, puis qu'en même temps que ça a une portée sur la valorisation de la profession, parce que ça aussi, c'est un autre enjeu, là, justement, qu'on parle beaucoup là, à travers tout ça. On vit une période bien particulière, puis qui est bouillonnante, puis qui est stimulante là, jusqu'à un certain point. Moi, j'essaie de le voir du côté du verre à moitié plein et non pas du verre à moitié vide. Écoute, tu me rejoins. Élève en difficulté ou à besoin particulier. Ouais, oui, c'est ça. Puis je sens ta nuance. Puis tu sais, mes enfants vont dans une école avec un milieu qui est très, 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 très diversifié là-dessus. Puis des élèves en difficulté, il y en a beaucoup. Puis je sais que l'équipe école a été énormément essayer d'être très sensible, dans le fond, au fait des élèves en difficulté. Dans le contexte où est-ce que là, l'école a été arrêtée pendant un bout de temps, qu'il y en a un bout qui s'est passé en ligne, que le retour s'est fait progressif, que là, ils planent toujours le fait de peut-être retourner à la maison pour un petit bout de temps d'enseignement à distance. Puis je sens que les élèves en difficulté ont besoin d'être d'autant plus accompagnés là, puis que ça nous demande de développer là, clairement, de nouvelles stratégies pour pouvoir mieux les accompagner. Puis moi, ça, j'en suis convaincu, Marius, là, ça passe par le travail d'équipe. Ça ne peut pas être une job qui est faite en silo. Non. Ce travail-là doit être fait en équipe avec des intervenants qui ont justement des forces complémentaires qui peuvent venir justement encadrer ça. Fait que c'est sûr que l'école en silo, le prof, sa porte fermée pendant 10 mois, puis qui vit tout seul en parallèle, cette réalité-là est clairement en voie de disparition, puis que le travail d'équipe, justement, doit se faire. Puis bon, évidemment, ça amène des enjeux de leadership. Hein. Ça va de soi. Absolument. Puis je dirais que le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui se délègue.
peux pas dire aux autres, travaillez en équipe, vous autres. Exact. Ouais, non, c'est ça. C'est le leader, les accompagnants, les acteurs de terrain, les services complémentaires qui sont autour. Là, c'est ça. C'est vraiment c'est une synergie là, qu'il faut qu'il se mette en branle dans tous les milieux. Une bonne série sur Netflix? Ben là, là, en ce moment, j'en aurais plein. Là, okay? Sincèrement, il y en a qui sont de formules documentaires, puis je me dis, j'aurais pu aller jusque-là. Là. J'ai écouté la dernière qui touche sur l'histoire des jeux vidéo, là, qui est vraiment intéressante. C'est mon côté culture pop en moi. Là. Puis tu vois, puis là, celle que je suis en ce moment, parce que je viens de découvrir qu'il y avait une deuxième saison, je n'avais pas compris, c'est Cobra Kai, qui est comme un peu la suite de Karate Kid. Oui, Monsieur Miyagi. Ben oui, puis tu sais, veut pas, on ramène, puis c'est super intéressant de voir qu'on ramène, puis ça a été le cas aussi un peu dans Stranger Things aussi, on ramène des éléments des années 80 à aujourd'hui, puis j'ai l'impression qu'il y a ça pourrait faire office d'un autre podcast, là, sincèrement, Marius, là, mais j'ai l'impression qu'il y a des similitudes entre certaines inquiétudes planantes, puis des enjeux qui étaient dans les années 80 et puis qui reviennent, dans le fond, aujourd'hui pour carrément d'autres raisons, mais qui nous forcent à un besoin, d'une part, d'utiliser la nostalgie pour faire vendre l'écoute de nouvelles séries, puis je plaide coupable, ça va de soi. Mais je vois il doit y avoir des stratèges marketing là, en arrière de ça. Exact. Mais tu sais, dans Cobra Kai, je vois qu'il y a encore le côté très riche d'utiliser comme l'ambiance de la jeunesse, de l'adolescence pour faire vivre justement des problématiques, des histoires justement à travers ça, puis que ça nous ramène encore comment c'est une époque qui rejoint plus large que dire que c'est une série d'ados, c'est juste pour les ados. Non, c'est plus large parce que tout le monde peut aller justement se retrouver quelque part dans sa vie. C'est une période marquante, évidemment. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des séries ados comme ça, je ne peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil. Là. Absolument. Puis l'ado en nous est encore là, on s'entend, on s'identifie tellement à cette époque-là ou à cette période-là de notre vie qui part pas, dans le fond, même si notre âge change puis notre maturité change également. Ouais. Petite dernière pour notre rafale. Je sais que tu es un amateur de microbrasserie. As-tu une belle découverte à nous partager dans les derniers temps que tu aurais pu, je ne sais pas, une recommandation? Je sais que ce n'est pas tous nos auditeurs qui peuvent avoir accès à ce que tu nous partagerais, mais... évidemment. Parce que, tu sais... Regarde, permets-moi d'être chauvin. Ah oui, donc? Puis, tu sais, moi qui demeure à Lévis, on est vraiment bien servi avec la microbrasserie locale ici, qui est la microbrasserie Le Corsaire, qui est juste, ceux qui connaissent la région, là, on est vraiment juste à la porte à côté du traversier de Québec-Lévis, du côté de Lévis, évidemment. Oui, puis, je suis allé, en fait... C'est vrai. Oui, c'est vraiment intéressant, les produits qui sont là. J'en ai toujours dans mon frigo, même si j'explore beaucoup. Puis des fois, je vais même explorer dans ton coin. Du côté de Hawkesbury, juste à côté, vous avez la microbrasserie Bose là, qui fait des excellents produits depuis plusieurs années maintenant. Mais effectivement, là, pour moi, j'ai hâte de recommencer à me promener un peu sur les routes. Puis je pense qu'on est choyé là, comme dans cette partie nord-est de l'Amérique. Là, on a vraiment des saveurs locales très intéressantes. Puis c'est toujours un plaisir d'arrêter dans une microbrasserie locale pour aller essayer de la saveur justement sur place puis de voir après ça si on peut en retrouver. Mais ça aussi, on vit un beau moment là, de ce côté-là, là, de ces découvertes-là. Là. On est loin d'avoir... ici, à Québec, ça a été longtemps, là, t'es-tu Molson ou t'es-tu O'Keeffe? Il y avait comme... C'était un ou l'autre. Fait que tu prends pour les Canadiens ou tu prends pour les Nordiques. Là, fait que ça venait avec. Là, Montréal, Molson, Québec, O'Keeffe, puis ça s'arrêtait là. Hey, tu me ramènes dans mon jeune temps quand je voyais ça. Les chevaliers O'Keeffe. Tiens. Ça, c'était un autre épisode de podcast. On arrive déjà à la conclusion de notre entretien, mon cher. C'est tellement le fun de jaser avec toi. Le Corsaire, dans le coin de Lévis, à essayer si vous êtes dans le coin. Si tu avais un message de leadership à laisser à nos auditeurs, avec ton vécu, avec ce que tu vois, avec ce que tu crois, tu as des convictions, j'en suis sûr, en éducation, dont le travail d'équipe puis l'accompagnement. Quel message tu as le goût de laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Tu sais, pas le titre de cette balado-là, c'est « Tout le monde est un leader ». Oui. Puis c'est sûr que des fois, quand on pense au mot leader, on pense vraiment à des personnes qui ont quasiment ce titre-là sur leur carte d'affaires. Alors que je comprends un peu la philosophie derrière le slogan
puis de ce projet-là. Puis, tu sais, j'y ai réfléchi un peu là, quand tu m'as demandé si on pouvait converser ensemble là, dans un entretien balado comme ça. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait vraiment penser à l'angle du mentorat, là. Puis des OK. fois, c'est du mentorat direct parce que tu as été mandaté pour mentorer quelqu'un. Oui. Comme par Oui. exemple, quand on décide comme enseignant d'accueillir un stagiaire puis de l'accompagner pendant quelques semaines ou quelques mois, c'est sûr que là, c'est un mandat qui est très explicite, qui est balisé, qui est encadré, tout ça, puis qui est important. Puis moi, j'ai vécu des super belles expériences, justement, là, dans une situation de, de, de superviser des stagiaires. Puis j'ai eu une confiance d'ailleurs de ma direction pour le faire quand même assez tôt dans ma carrière. Fait que me considère choyé comme ça. Oui. Mais je pense aussi à ceux qui prennent, dans le fond, cette mission-là, puis qui ne l'ont pas nécessairement. Tu sais, je parlais de mon collègue Benoît, là, qui s'était Oui. mis comme bienveillant Oui. à mon arrivée en Oui. 2004 de venir m'accueillir, justement, là, dans le cadre de Porte, puis qui l'a été pendant un bon bout de temps, puis qui est devenu d'ailleurs un très bon ami Oui. depuis. Puis pour découvrir d'ailleurs qu'à un moment donné, finalement, j'avais été son jeune au terrain de jeu dans notre jeunesse. OK. Puis toi, je parle de terrain de jeu, de camp de jour. Mon premier emploi que j'ai eu à temps partiel, j'ai été, comme je pense, beaucoup de profs, beaucoup de gens en éducation, j'ai été animateur de camp, animateur de terrain de jeu. OK. Puis la relation avec les jeunes, ça m'animait déjà à ce moment-là. Puis, OK. mais en même temps, quand c'est ton premier emploi, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être conforté dans Oui. est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est correct? Puis là, tu viens de t'enfarger, puis quoi faire comme justement pour t'améliorer. Oui. Puis, tu sais, moi, je peux saluer des personnes qui commençaient aussi dans leur rôle de leader, comme Fred Lavoie, qui est d'ailleurs aujourd'hui un conseiller pédagogique ici dans la région de Québec, Oui. qui a été un de mes premiers patrons, justement, de terrain de jeu, puis qui a su comme me mentorer comme il faut. Lui, il avait déjà quelques années d'expérience en animation de camp, puis il a su me transmettre, justement, une certaine forme de philosophie par rapport justement à la relation avec les jeunes dans un contexte justement de terrain de jeu, de camp. Puis ça m'a suivi pendant longtemps. Puis je pense que ça a été un élément marquant là, dans le profil finalement professionnel que j'ai pris. OK. Puis tu sais, comme je te disais en début d'entretien, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs, des personnes comme ça qui directement, que ce soit comme, c'est ça, mon premier directeur qui m'a engagé au Mont-Saint-Sacrement, qui est Jean Drolet, qui m'a fait confiance alors qu'il ne me connaissait pas, qui se basait sur une référence qu'il avait eue, puis qui rapidement, qui m'a laissé de la latitude justement pour essayer des nouveaux projets. Puis ça, c'est fantastique, ça, de sentir que le leader que tu as en arrière de toi te fait confiance, puis qui Ça donne t'amène des ailes. Exact, à te Ouais. propulser en avant. Puis, Ouais. tu sais, ça a été la même chose quand Jacques Cool m'a proposé de joindre l'équipe du cadre 21, puis de me faire confiance, puis de me laisser de la liberté, tout en ayant cette espèce de mentorat pour prendre le temps de s'asseoir, de discuter. Et puis, tu sais, on en parlait tantôt, Marius, de poser des questions pour faire cheminer justement l'autre personne, Oui. puis qu'un simple entretien continue de se poursuivre. Puis j'ai cette relation-là aussi avec mon collègue Sébastien en ce moment, qui me fait cheminer aussi. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est un leader. Pour moi, c'est ça. Là, c'est toutes ces relations-là qu'on entretient dans le travail, puis des fois dans la vie personnelle aussi, sont susceptibles justement de nous propulser en avant. Puis, tu sais, je pourrais même dire qu'à chaque fois que je m'assois pour discuter des grands enjeux d'éducation avec ma conjointe, Marie-Noël, qui est dans l'éducation aussi, j'ai l'impression qu'on se mentore des fois l'un et l'autre là-dedans, puis que cette relation-là est une relation un peu de leadership quand tu te mets justement à poser des questions en t'intéressant à ce que l'autre vit, à ce que l'autre se questionne et tout ça, ben, tu es justement en situation de leadership qui peut amener l'autre personne à aller toujours plus loin puis à poursuivre dans son processus d'amélioration continue. Fait que ça, j'y crois beaucoup. Fait que j'achète le slogan de tout le monde est un leader. Donc, ton invitation, dans le fond, c'est de travailler en équipe parce que ce que tu décris là, c'est du travail d'équipe. L'idée d'être mentor et mentoré. Oui. Il y a comme un va-et-vient, puis il y a le mentorat formel, mais ce que tu décris là, qui a eu beaucoup d'impact dans ta vie, c'est le mentorat plus informel, quand c'est pas officiel, mais que la relation est là, puis qu'on se sent accompagné au besoin.
Exact. Puis, ouais, puis j'aime bien que que tu le spécifies comme ça. Ça peut devenir une relation bidirectionnelle, là, cette relation de leadership. Puis comme tu dis, mentorat, des fois, on se transporte dans l'autre position. Puis quand on donne, ben, on est plus susceptible justement de recevoir aussi de l'autre côté. Fait que moi, c'est ça, ça revient vraiment au travail d'équipe. Et ça, j'y crois beaucoup. Ouais. Soyez mentor, soyez mentoré. Maxime Pelchat, c'est un plaisir de jaser avec toi. Je te pose une dernière question, mon cher, pour conclure notre entretien. C'est facile, celle-là. Qu'est-ce qu'on te souhaite à Maxime Pelchat dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Là? D'avoir de la latitude pour des nouveaux projets encore. Okay. Évidemment, le quotidien nous rattrape avec des choses qu'on a à faire, là, veut pas. Là, puis, mais moi, ce qui me passionne, puis ça a toujours été comme ça quand dans mes premiers, jusqu'à un certain point dans mes premiers emplois, dans mon emploi comme enseignant, puis aujourd'hui, justement, au cadre 21, moi, je carbure aux nouveaux projets. Je suis un défricheur. Ouais. Fait que si encore des opportunités se présentent pour moi de défricher des choses, puis même, comme je disais tantôt, en équipe, hein, de voir qu'on a la latitude de pouvoir justement bâtir quelque chose de nouveau, puis d'aller de l'avant, puis de le faire en équipe. Moi, c'est ça qui me motive énormément. Puis je pense qu'il y a des belles perspectives justement pour 2021 qui s'en vient de côté nouveaux projets puis travail d'équipe. C'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. Je te souhaite ces nouveaux projets-là dans les prochains mois. Et puis, j'ai hâte qu'on se revoie en vrai quand on va pouvoir. Hein? On le souhaite tous. Puis effectivement, c'est toujours un plaisir de jaser ensemble, Marius. Puis longue vie à ce nouveau projet-là. Hein? Yes! T'es bien fin. T'es bien fin. C'était Maxime Pelchat à Tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.